Monsieur le Président du jury, chers membres du jury, messieurs de l'opposition, mes chers collègues, cher public, bonsoir. Alors qu'un nouveau président de la République vient d'être élu et que j'ai l'honneur d'assurer les fonctions de chef du gouvernement, je m'adresse à vous ainsi qu'à tous les Français afin de vous informer de l'une des premières mesures prises par mon gouvernement, l'instauration du revenu universel. Comment cela s'articulerait? Le revenu universel serait versé par notre communauté politique à tous nos membres, sans condition de ressources ni obligation de travail. Cela serait financé par la TVA. Le reste des cotisations sociales serait supprimé, afin que la dette ne soit pas plus haute qu'elle ne l'est aujourd'hui et que ce financement soit durable. L'objectif premier est de lutter contre les nombreuses inégalités qui, jour après jour, nuisent à notre société. Bien entendu, les salaires ne seraient pas affectés par cette mesure. La logique du gouvernement n'est pas le nivellement par le bas. Le travail serait toujours valorisé et récompensé. Nous ne voulons pas sanctionner ceux qui réussissent, mais nous souhaitons plus que tout aider ceux à qui le système ne réussit pas. Merci de prendre ma question. De combien serait ce revenu? 700 €. Merci. Et pour cela, j'ai souhaité m'entourer de grandes personnes. Non, Marion, pas par la taille, ne t'en fais pas. Me succéderont ainsi Madame Marion Vigneault, ministre du Travail, puis Monsieur le ministre du Redressement Productif, Adrien Fargère. Enfin, Monsieur le secrétaire général Robuchon terminera la présentation du gouvernement. Cependant, alors que vos esprits doivent être débordants de questions, aussi originales que la formation de votre équipe si masculine, j'aimerais que nous prenions des exemples concrets. J'aimerais que nous nous appuyions sur des faits. Dans cet objectif, je n'aurai qu'une seule exigence, qui sans doute vous paraîtra étrange, tant vous semblez apprécier l'ambiance de franche camaraderie. Messieurs, laissez-moi vous parler d'amour. Pour cela, je vais prendre l'exemple d'un collègue, ou d'un ami. Cet ami s'appelle François. François, qui, marié à sa très chère femme Pénélope, pauvresse victime du fléau que nombre de nos jeunes connaissent, le chômage, a souhaité l'aider. François, vivant d'amour, d'eau fraîche et de détournement de fonds publics, a donc décidé de la sortir de cette période si difficile. François lui a prouvé son amour en lui trouvant un emploi que d'ailleurs, mais ce n'est qu'un détail, elle seule semblait savoir qu'elle l'occupait. Et cela provoque chez moi un sentiment de révolte, non pas parce que mon ami François aurait été à l'encontre de valeurs dont il se revendiquait et qui lui ont permis d'attirer un électorat que l'on pourrait qualifier de traditionnel. Cet électorat présent dans de nombreuses villes françaises, des villes bourgeoises, comme Bordeaux. Ah, Bordeaux, cette ville dont le maire n'est pas ignorant des risques liés aux emplois fictifs. Mais réduire Bordeaux à son maire peut paraître caricatural, je vous l'accorde. Bordeaux, ce n'est pas que cela. Bordeaux, c'est une population reconnaissable. Reconnaissable au pull négligemment posé sur les épaules pour les hommes et aux serre-têtes pour les femmes. Une population qui n'approuve pas le revenu universel. À quoi bon se soucier des pauvres à la messe une fois par semaine est bien suffisant. Et s'ils daignent descendre de leur 4x4 pour donner quelques centimes à un clochard, c'est grand luxe. Bordeaux, ce genre de ville où on n'aime pas spécialement les gens, où l'on est plutôt fasciné par l'argent. Alors mes chers amis, le redressement de notre pays est la priorité de mon gouvernement. Chacun devra faire des efforts. Le premier des efforts est de cesser le repli sur soi. L'égoïsme consiste à faire son bonheur du malheur de tous. Notre politique a pour ambition de bannir les individualités, de faire en sorte que la population n'oublie pas ce qu'est la fraternité. Certains voudraient abattre la fraternité, mais on n'abat pas une idée qui est au fond de l'âme française. Cette idée a plus de 1000 ans. Mais cette idée a toujours 20 ans. Cette idée a fait, elle fait, et elle fera l'honneur de notre pays. Voilà notre conception de la France. C'est la France de Chateaubriand, celle de Kessel, celle de De Gaulle ou celle de Césaire. Une France qui, s'étant réconciliée avec elle-même, réconciliera tous les Français. Vous êtes partants, nous le sommes aussi, alors nous irons avec vous chercher les cœurs vaillants. Ensemble, nous porterons cette idée de la France. Vive la République et vive la France. Chère Assemblée, honorables membres du jury, chers collègues,
Messieurs les Templiers, si l'actualité a bien pu témoigner qu'il est l'heure des comptes, le gouvernement continue dans sa lancée, un revenu universel. Monsieur Hamon s'était distingué au sein de sa primaire à gauche à travers cette annonce phare mise en pratique par Monsieur Fillon, décidant unilatéralement de doter son épouse et ses enfants d'un revenu conséquent sans travail en retour. Alors, comment ne pas sombrer dans l'utopie digne d'un Star Wars, à l'écoute d'une telle proposition? Aussi, nous députés, sommes-nous indéniablement contre ce projet farfelu émanant d'un gouvernement apparemment désœuvré, partant d'un postulat erroné. Méfions-nous des meilleurs des mondes, car ils sont des prisons. D'abord parce que toute l'histoire humaine est construite sur une vérité. La nature ne nous doit rien. L'homme ne survit qu'en arrachant à la nature les moyens de sa subsistance à travers le travail. Lorsque les auteurs du texte biblique, que vous connaissez sûrement, simple présomption géographique, font dire à Yahvé, tu gagneras le pain à la sueur de ton front, il ne fait qu'énoncer une vérité évidente. Sorti du jardin d'Éden, l'homme est obligé de travailler. Voilà que le gouvernement, fidèle à lui-même, courbe l'échine devant un problème qui n'est pas des moindres, le chômage. Nos politiques, à leur grande habitude, reculent devant leurs responsabilités. Quelle indignité, reconnaîtra notre cher ex-président. Mais rassurons-nous, nos élus proposent une panacée visant à guérir les discriminations, annihiler la pauvreté et vaincre les maux de notre société, le revenu universel. Ceux-ci s'érigent en répartiteurs des richesses, en véritables rabbins des bois. Nos élus laissent l'apôtre entrouverte à une préoccupation majeure de notre société. Alors, décortiquons la stratégie du gouvernement. Au chômage régulièrement pointé par les médias et les analystes, le gouvernement répond rien. Il trouve une solution de repli fragile, un abri en bambou devant résister à l'ouragan Pôle emploi. Ce revenu universel est un véritable fléau destructeur du travail, ce que ne manquera pas de vous démontrer subtilement avec tout le charisme qui est le sien, mon premier député. D'abord, ce concept brise le lien entre le travail et la subsistance. Il correspond à une logique sociale dans laquelle la société, la collectivité, vous devrez la pitance sans aucune contrepartie. Du simple fait que vous existez, on déduit que vous méritez votre subsistance. Mais cette logique est profondément perverse, ce que d'ailleurs viendra illustrer brillamment et intelligemment et critiquer notre second député. Ensuite, le postulat selon lequel il se base est parfaitement inexact au sens des écritures de M. Lescaut et de façon générale. Arguant implicitement d'une véritable raréfaction du travail causée par l'automatisation, la robotisation, le gouvernement se méprend et s'en mêle. Que faire de ceux qui ne peuvent travailler? Les sociétés ont entretenu le lien entre le travail et la subsistance. La charité envers le pauvre, l'handicapé, l'ancien, est un devoir, mais un devoir conditionné. Celui qu'on aide, il doit le mériter. C'est le débat entre les bons et les mauvais pauvres. Alors pourquoi les mendiants jouent-ils de la musique? Parce que les passants ont beaucoup plus de probabilité à donner une pièce à celui qui nous offre son travail, plutôt qu'à celui qui se contente de tendre un panneau avec inscrit « Famille syrienne, faim à manger ». De celui qui joue, nous nous disons « Au moins il fait un effort, un travail ». Et là, nous pouvons lui déposer une piécette à la manière du boucher turc déposant son sel. Mais n'en restons pas là. S'il est une idée de paresse et d'abandon face aux réalités de la société, c'est celle du gouvernement, voulant nous faire passer son revenu universel comme la Mecque plus ultra dans son domaine. Reculer devant ses responsabilités, telle est la marque de ce gouvernement, tel un cheval refusant de franchir un obstacle, comme on dit, qui n'est pas dans le game. Notre secrétaire général vient de rapporter l'estocade finale à ce projet irréalisable à travers sa considération. Messieurs les élus, vous ne créez pas de la richesse en la retirant aux autres. Tout ce qu'un individu reçoit sans rien faire, un autre l'a déjà créé. Tout pouvoir ne peut distribuer aux autres ce qui a déjà été créé par un autre. Je vous demande de conclure. Et pour conclure, justement, j'y venais.
Et à plus forte raison, selon René Riflon, époux de ma cousine Maria, les salariés de la drogue sont contents, avec 700 € promis par ce gouvernement, s'ajoutant au revenu de la schnouf, ils vont pouvoir s'équiper en calache. De la chance, elle en avait, Maria. Ce témoignage probant vous aura évidemment convaincu, et je vous en remercie. Bonjour messieurs, dames, messieurs, membres du jury, bonjour public, mes chers amis de l'opposition et membres du gouvernement. Je suis très flattée parce que j'ai adoré me faire appeler de farfelu qui concocte des panacées, et j'adore être comparée à Robin des Bois, parce qu'en fait je dois vous avouer que je fais plutôt partie des cyniques. En fait, par exemple, lorsqu'il y a un enterrement, voilà, je tombe pas dans les sentiments, quoi. On caresse gentiment l'épaule des gens, et puis mais on n'oublie pas ce qui reste. Enfin, on pense bien à la villa en Bretagne, les petites fourrures qui restent qui sont encore là. Et moi je pense à l'avenir, quoi. C'est vraiment pas y passer 100 ans dans le cimetière quand il fait froid, ça pue, Monique elle veut pas me lâcher, enfin je veux dire, faut avancer, quoi. Du coup, moi, quand on m'a annoncé la fin de la société telle que je la connaissais, j'étais pas en larmes. Je disais, la fin de la société du travail salarial. Bon, ok, faut être tolérant parce que tout le monde réagit pas de la même façon. Et il y en a qui sont inconsolables, quoi. Tu vois, ils traversent les 5 étapes du deuil. D'abord, ils sont complètement dans le déni. Ils vous disent que la croissance, elle va repartir dans le status quo. Oui, je vous écoute, monsieur. Alors, je ne comprends pas vos arguments, mais du coup, je vais vous poser une question. Quels sont les critères d'éligibilité des gens à ce revenu universel? Alors, on va revenir sur le vocabulaire, vu que c'est universel, c'est tout le monde est éligible pour ce revenu, c'est le principe. Donc de la naissance à la mort, on est d'accord? Non, à partir, un citoyen français est majeur. Ce sont tous les sujets de droit, c'est majeur et citoyen du pays. Donc, je prendrai une dernière question et ensuite vous me laisserez finir. Donc les étrangers aussi ont droit à ce revenu universel. Je viens de préciser que c'était la citoyenneté française. Si vous possédez la citoyenneté française... Donc c'est pas tout le monde en fait. Pas je viens de préciser que la mesure qui va s'appliquer au sein de notre nation concernera nos citoyens. J'ai établi les bases pour pas qu'on... Parce que Robin des Bois, quand même, il y a quand même des petits... Il y a des règles quand même, Robin. Donc, je vais vous parler du déni, mais bon, on a bien pu le constater dans votre élocution. Ensuite, ensuite, vous êtes passé à la colère, donc c'est marrant la colère, ça marche très bien. Donc en fait, ça marche contre tout le monde. Contre le système, ça marche super bien, contre les élites, mais aussi contre les étrangers, contre les bobos, contre les fachos, contre tout le monde en fait. Il y a vraiment de la diversité, moi j'adore. C'est vraiment, vous pouvez faire ce que vous voulez. En tout cas, c'est pas de votre faute, c'est les autres. Puis ensuite, c'est venu le tour de l'expression, donc là vous repoussez encore un peu le problème, c'est dans la négociation, du chantage, vous utilisez généralement des termes assez accusateurs et stigmatisants, les bons, les mauvais pauvres, les assistés, les clochards, les feignants, les parasites, les étrangers. Puis ensuite c'est la dépression, donc là c'est vous maintenant, en fait vous êtes dans cet état où vous pensez que le système c'est la fatalité et on ne peut rien y changer. Donc, mais vous inquiétez pas, c'est une journée un peu difficile, mais on va tous travailler là-dessus, il suffit de changer un tout petit peu de perspective, et là ça se débloque, et on arrive à la dernière étape du deuil, vous savez, c'est l'acceptation. Si on ne le fait pas, on est dans le déni. On est dans le déni sur le monde d'aujourd'hui. On ne voit pas que c'est la fin du travail salarial classique comme forme dominante du travail. On ne voit pas que le travail a changé et qu'avec ou sans nous, il s'adapte. Donc soit on prend les devants et on instaure une mesure pragmatique et universelle qui ne laisse personne derrière, soit on laisse l'histoire décider pour nous. Donc au lieu de nous battre contre le progrès, nous nous battons pour l'apprivoiser. Ensuite, si on ne le fait pas, c'est la déliquescence de la protection sociale, parce que notre protection sociale, elle est fondée sur le travail à temps plein, alors que le travail diminue. Et les conditions se précarisent, et vous pouvez le nier, mais l'automatisation du travail est une réalité. Les personnes qui jouissent de la protection sociale, du coup, vont se raréfier. Et donc, si nous ne proposons pas cette mesure, nous tomberons dans l'ankylosement du budget. Plus de chômage, et nous devrons... Ça alourdira le budget consacré aux allocations de chômage, et je ne pense pas que ce soit quelque chose qui vous tienne à cœur. Donc, c'est une réalité, il y aura moins d'emplois, et le déversement qui placeront les déversements d'autres secteurs ne sera que partiel. Donc si on ne le fait pas, c'est la précarité que nous nourrissons. Si nous ne le faisons pas, nous tournerons le dos au progrès, à l'innovation et à l'esprit d'entreprendre. On laissera les passions populistes et les problèmes sociaux se déchaîner. Si nous ne le faisons pas, c'est le rendez-vous du changement que nous aurons raté. Ce sera une nouvelle décennie d'incompréhension, de chômage, de pauvreté, de frustration. Dû à des politiques qui ne veulent pas ouvrir les yeux, qui se crispent dès qu'on entend le mot flexibilité. On ne peut plus entendre non plus le mot solidarité. Et si on ne le fait pas, c'est le surplace. C'est laisser l'avenir décider à notre place.
Avec des décideurs qui se résignent et qui n'ont pas l'audace de remettre en question les dogmes du passé, nous nous crispons à chaque innovation, nous nous enfermons dans cette situation. Sans l'audace et la détermination, c'est la soumission qui nous attend. Nous devons réfléchir à nous-mêmes, faire preuve d'imagination, avoir un horizon. Sans cet horizon, pas de vision, pas de passion, et sans passion, pas d'effort, pas de détermination. Je suis triste pour vos cerveaux qui cessent de rêver, qui sont résolus à la nécessité morbide, au status quo qui vous cache l'horizon, qui vous retire votre vision, qui vous enferme dans vos cabinets et qui vous condamne à ne produire que de la médiocrité. Je demande de conclure. Et je suis triste pour vos enfants, mais je n'ai pas de larmes à verser car vous me connaissez, je ne suis jamais résignée. Au contraire, j'agis et soyez certains d'en voir les fruits. Enfin, je vais assurer à vos enfants qu'ils ne vont pas vivre dans un monde qu'ils auront subi mais qu'ils auront construit, un monde dont ils n'auront pas peur, pas comme leurs aînés qui n'osent même pas avancer le pied. Je vous remercie. Chère Assemblée, chers jurés, membres du gouvernement, c'est un miracle, une merveille, un prodige. Oyez, oyez, braves gens, nos ministres sont revenus du royaume céleste. Et touchés par la grâce du Tout-Puissant, ils ramènent avec eux de quoi faire pâlir Saint-Antoine de Padoue. Changer l'eau en vin, rendre la vue à un aveugle, non. Les membres de ce gouvernement font bien mieux. Ils vont subvenir aux besoins de tous en donnant à chacun de l'argent par le biais d'un revenu universel. Rendez-vous compte, une même somme d'argent versée tous les mois à tous les Français, sans condition aucune. L'assurance pour chacun d'une giclée de billets verts mensuels qui atterrirait droit dans nos poches sans faire d'efforts. Cette idée est si belle qu'elle mérite d'être exploitée jusqu'en ses moindres recoins. Pourquoi se contenter de verser à tous 750 €? Allons plus loin, poussons-le à 1 000 €, 2 000 €, 3 000 € par personne. Membres du gouvernement, assumez votre mesure jusqu'au bout et faites sauter la banque. Et ainsi se dessinera le monde dont vous rêvez, un monde où l'économie est détruite et où l'inactivité fait loi. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, ce revenu universel n'est qu'une escroquerie. Une mesure démagogique de plus d'un gouvernement qui n'a d'autre objectif que de se faire réélire. Oui, chers concitoyens, comme vous avez pu l'entendre, derrière le flouze, il n'y a que du flou. Je vais prendre votre question. La question est la suivante. Dans l'inactivité, si vous ne donnez pas un revenu qui permette au moins aux personnes de consommer, comment ces personnes vont-elles consommer si elles n'ont pas accès à vos allocations ou à un système de solidarité? Mais nous voulons rester aux allocations et au système de solidarité, madame, nous ne voulons pas les supprimer. J'ai jamais dit ça. Merci pour votre question. Mais passons donc sur les imbroglios de la ministre, digne d'un spectacle de Kev Adams. Passons sur le raisonnement bancal du gouvernement, qui n'est au final que pure spéculation, et laissons place au concret. Cette mesure, vous pouvez en être certain, aura pour conséquence de laisser sur le carreau une innocente victime, lâchement sacrifiée sur l'autel d'une hypothétique société du temps libéré par un gouvernement populiste et irresponsable. Cette victime, c'est le travail. Oui, le revenu universel tue le travail. Car avec un revenu de 750 € tous les mois, les gens sont encouragés à la paresse, à l'oisiveté. Le travail est abandonné au profit d'un perpétuel divertissement, alimenté par le renflouement continu de son compte en banque. Oh, on me dira certainement que l'humain a besoin de travailler et qu'il n'aime pas rester passif. À cela, je répondrai en citant le grand poète postmoderne Booba. Viens dans mon département faire de l'argent facile. Pourquoi faire autrement? J'ai vu des lingots d'or dans le périscope à bord d'un sous-marin. Ma descendance est morte dans un rouleau de sopalin. Le duc de Bourgogne démontre là sa maîtrise de la problématique du revenu universel, apparemment expérimenté dans son département, et nous rappelle cette évidence. L'homme est naturellement enclin à préférer le repos, la contemplation et le divertissement. Ici, la pratique continue du plaisir charnel solitaire à un dur et inutile labeur. Oui, chère Assemblée, le revenu universel tue le travail. Et sans travail, c'est notre société, notre pays qui se meurt. Rasseyez-vous, s'il vous plaît, je ne vais pas prendre de risque. D'abord, d'un point de vue économique, c'est le travail humain qui produit de la richesse, nécessaire dans une économie mondialisée, au bon fonctionnement d'un État et au bien-être de sa population. Sans travail, c'est toute l'économie française qui s'effondre. Sans travailleurs, la France ne pèsera plus rien face aux nations productivistes et sera mise à l'écart du monde. Mais les conséquences ne seront pas qu'économiques, elles seront aussi sociales. Comme l'écrivait Hegel, l'être humain se définit par son travail. Vous-même, étudiant de l'Institut catholique, quand vous vous présenterez à quelqu'un après vos études, vous lui indiquerez, comme tout le monde le fait, votre nom, votre prénom et votre travail, en l'occurrence probablement moine ou prêtre. Plus que ça, le travail est un facteur de socialisation pour l'individu, qui
même s'il ne l'apprécie pas, lui permet de faire des rencontres, de s'épanouir dans la découverte de l'autre. En vous incitant à ne pas travailler, le revenu universel vous cloisonne, vous désociabilise. Vous perdez le goût de l'effort, l'envie de rencontre, l'envie d'aller vers l'autre, puisque tout vient déjà à vous. Avec le revenu universel, vous perdez une partie de votre identité. Mais allons plus loin. Imaginons que malgré le revenu universel, certains qui exercent un emploi bien payé qui leur plaît continuent de travailler. C'est dans une telle situation que se révèle toute la perversité du système. Censé lutter contre les inégalités, il ne fait au final que les renforcer, en scindant les individus en deux catégories, ceux qui s'épanouissent dans leur emploi bien payé et ceux qui, du fait de leur emploi pénible, arrêtent de travailler et ne vivent qu'à travers ce revenu mensuel. Voilà le véritable visage du revenu universel, un accroissement des inégalités face à l'emploi, où le travail est détenu par une minorité d'individus et où les autres sont cantonnés à vivre à la botte de l'État. Mesdames et messieurs, pour conclure, je veux vous dire que nous refusons le revenu universel. Nous refusons la facilité, la démagogie et le populisme de cette mesure, qui n'est qu'un moyen pour le gouvernement de rester au pouvoir. Nous refusons de laisser le travail disparaître, de laisser l'économie se détruire en échange d'un hypothétique futur. Nous refusons l'incitation à la désocialisation. Nous refusons les inégalités face au travail. Nous refusons de laisser nos concitoyens les moins épanouis dépendre du bon vouloir de l'État. Mesdames et messieurs, ne vous laissez pas avoir par la douce chanson que ce gouvernement, qui ne cache qu'un désastre, dites non à ces ministres irresponsables qui veulent faire de vous des êtres mous et dépendants, et affirmons que c'est ensemble, à travers notre travail et nos efforts, que nous construirons la société du futur, une société plus riche, plus juste, plus belle. Vive la République et vive la France! Monsieur le Président du jury, messieurs les membres du jury, chère Assemblée, très chère opposition, chers membres du gouvernement. Vous l'aurez peut-être remarqué, je ne suis pas le Père Noël. Ce n'est pas moi qui, le 24 décembre au soir, alors que le dîner de famille est terminé, que toute la lignée dort paisiblement dans la maison des grands-parents, me glisse furtivement sous le sapin afin d'y déposer des cadeaux. J'entends les députés de l'opposition qui nous parlent du désastre du revenu universel. Ma foi. Alors à part Bouba, à part la peur, je n'ai pas réellement entendu d'arguments concrets. Notre démarche est claire et, je vous le répète, je ne compte pas me glisser furtivement quelque part. Je ne suis pas un Antillais qui va essayer d'avoir le contrôle d'une certaine jeune femme en dansant un zouk endiablé. Notre démarche est claire. Il s'agit du seul moyen de lutter efficacement et directement contre la situation indécente qu'est la pauvreté en France. Alors que nous sommes la 6e puissance économique mondiale, vous me parliez d'utopie, laissez-moi vous parler de faits. Alors que nous sommes la 6e puissance économique mondiale, comment accepter que 14% de notre population vivent en dessous du seuil de pauvreté? Attendez, je finis. Comment se résigner à ne rien changer, alors même que ces 14% sont la résultante de notre système actuel? L'immobilisme en politique est un mal qui déploie ses tentacules sur la société tout entière. Ce à quoi je ne peux me résoudre, c'est laisser ce pays, mon pays, ma France, voguer à la dérive vers sa fin par des députés qui ne voient même pas que le revenu universel est la réelle solution. Ici, très clairement, il est temps d'agir. Et comme le professait sagement l'écrivain Laurent Voulzy, changer le monde, changer les choses, changer le monde avec des bouquets de roses. Amen. En effet, là où certains ont choisi de se complaire dans une misérable bourgeoisie éclairée par le soleil du sud-ouest, nous faisons le pari de l'audace. Là où certains, par crainte pathétique, voient le risque, nous voyons l'ascension de la France. Il ne s'agit pas d'allouer ce que d'aucuns appellent de la easy money, qui remplacerait le travail, mais de verser un nécessaire cumul au gain du travail. Je vous écoute. Vous dites vouloir lutter contre la pauvreté. Pourtant, ce salaire, ce revenu universel, vous voulez le donner aussi à Madame Liliane Bettencourt, par exemple. Alors, comment lutter contre la pauvreté en donnant aussi aux riches? Pourquoi juste ne pas rehausser le SMIC et le RSA? Monsieur, qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans le mot universel? Universel, c'est à tous. C'est-à-dire que si l'on transfère de l'argent aux plus pauvres, peu importe que les riches soient plus riches, eux, ils ne seront plus pauvres. C'est ça la réalité.
Le revenu universel est synonyme d'affranchissement et d'indépendance. Affranchissement d'abord, attendez, j'ai pris la question de votre collègue, calmez-vous. Affranchissement d'abord du carcan administratif insupportable des aides sociales pour les personnes sans emploi, quand on sait que 40% des personnes qui ont droit au RSA ne l'ont pas demandé. Les travailleurs, quant à eux, pourront s'investir dans les domaines qui les passionnent. Et les retraités, laissez-moi vous parler des retraités. Je ne peux m'empêcher de penser à M. Juppé, qui, manquant de moyens de subsistance avec sa seule retraite de politique, on comprend, a vainement tenté de reprendre une carrière politique nationale et se retrouve désormais à organiser l'évacuation des déchets à Bordeaux. Indépendance ensuite, car le revenu universel étant individuel, sera indifférent du sexe du destinataire. Il sera une émancipation de la femme, qui ne sera ni dépendante financièrement de son employeur, ni dépendante financièrement de son mari. En réalité, malheureux, votre vil dessein n'échappe à personne. Vous êtes de ceux qui ne veulent jamais avancer. Vous êtes les retardataires de l'histoire. Au commencement de l'humanité, vous étiez déjà là. Vous étiez en train de batailler dans votre tribu pour essayer de continuer de manger la viande de mammouth sans la faire cuire au feu. Plus tard, vous étiez de ceux qui préféraient vous déplacer en carriole plutôt qu'en voiture. Et plus récemment, vous cherchiez des arguments afin de conserver la lampe à huile plutôt que de passer à l'électricité. Finalement, l'histoire n'a jamais été de votre côté. Alors même si l'opposition n'est pas, à l'heure actuelle, favorable à l'instauration de ce revenu universel, souvenons-nous de ces sages paroles de Franck Ribéry. La roue tourne va tourner. Ainsi, mesdames, messieurs, pour l'amour du Père Noël, pour l'amour de Laurent Voulzy, pour l'amour de Franck Ribéry, pour l'amour de la France, souhaitez du plus profond de votre cœur le revenu universel. Merci. Mesdames et messieurs, en film X comme en politique, les idées neuves sont rares. Pour peu que l'on ait une culture des plus élémentaires, à base de Katsumi et de Cicéron, dont se réclament régulièrement ceux qui poussent les cris du cœur. Étant sûrement éduqué à cette double culture, ce gouvernement tente d'être un éboueur social sexy venu réparer des décennies de maltraitance. Alors monsieur, je suis désolé, dans une balance, si on remplit également les deux côtés, les inégalités ne changent pas. En effet, cette idée qui consisterait à distribuer un revenu égal à tous est très ancienne. Dans l'absolu, elle fait l'unanimité. Personnellement, étant un minimum humaniste, je ne peux être contre. Comment vouloir être contre d'ailleurs? Ceux qui n'ont rien ont droit forcément à un petit peu plus. Question ouverte. Dans la Rome antique, cette chose existait déjà. Elle avait été proposée. Le revenu universel n'est que la copie de cette distribution quotidienne du blé au peuple de Rome en 122 avant Jésus-Christ. Chantez, dansez, maintenant, faites nourrir le pain et des jeux pour le peuple. Le projet d'un gouvernement. Messieurs et mesdames, il réinvente une roue carrée dans un monde qui tourne en rond, sûrement la roue de M. Ribéry, a priori. Le mot revenu évoque l'idée principale de rétribution en contrepartie d'une action réalisée. En voulant offrir une rétribution en seule contrepartie d'être et non de faire, l'État vole à l'homme toute chance de s'intégrer. Vous parlez de citoyenneté, justement pour faire une citoyenneté, une cité, un État, la police, comme dirait le grec, il faut pouvoir faire partie de cette citoyenneté. Voltaire nous dit, le travail nous protège de l'ennui, du vice et du besoin. Votre revenu universel ne protège que du besoin et ne fournit pas un statut honorable, car ce qui fait souffrir les gens, madame, monsieur, ce n'est pas le manque d'argent, mais c'est le manque de reconnaissance sociale. Vous connaissez mal le peuple, c'est très dommage. Votre revenu universel, c'est l'insertion, c'est la léthargie de l'homme, c'est l'impossibilité de devenir citoyen. Et être citoyen, ce n'est pas seulement être dans la cité, c'est faire partie de la cité. Monsieur, je vous écoute. Monsieur le député, vous nous parlez de giclée de billets verts. Non, je n'ai pas dit ça, monsieur. Ces remarques macho cacheraient-elles en réalité un penchant pour vos collègues masculins? Oui, peut-être, si vous voulez. Et alors? Cette question est sans intérêt, merci. Je vous parle de société.
Et ça, c'est un sujet qui est intéressant. Faire société, c'est structurer ensemble. Structurer ensemble, c'est d'ailleurs accepter les différences, qu'elles soient sexuelles ou autres, d'ailleurs, monsieur. C'est proposer pour tous un rôle utile, afin que le fondement de ce vivre ensemble soit solide. C'est permettre à chaque citoyen d'être digne, d'avoir gagné à la sueur de son front son pain quotidien, mais c'est aussi lui permettre d'être fier de faire sa part dans la société, même si elle est mince. Non, madame, je ne prendrai pas votre question. Vous voudriez que le peuple dorme toute la journée comme un adolescent attardé, mais non, le peuple n'a plus sommeil. Il a assez dormi, il a les yeux grands ouverts, et il voit clair dans votre jeu d'ailleurs. Il souhaite désormais accéder à l'âge adulte, à l'âge d'homme, à l'âge de raison. L'entrée dans l'âge adulte se fait par l'autonomie. Elle se fait aussi par l'indépendance financière. Vous le savez tous, étant étudiant, vous voulez lui refuser cette indépendance en lui donnant un peu de monnaie. Tiens, jeune chérubin, quelques deniers pour t'acheter des bonbons, un peu d'argent de poche pour ton Picsou magazine. Maintenant, l'enfant est devenu adulte, il est grand, il a des lectures d'adultes, il a lu La République de Platon, et il n'a que faire de vos manigances qui le tiennent accroché comme ça à un cordon ombilical à la mère patrie. Et pire, en l'obligeant à être redevable, vous niez son droit à l'autonomie, vous créez de la dépendance psychologique vis-à-vis de l'État. Alors je m'interroge, souhaiteriez-vous secrètement être des tortionnaires détendeurs d'un pouvoir? Le grand Jean Jaurès l'a dit, l'unité ne peut se faire dans la confusion. Alors, vous nagez à contre-courant, certes, mais c'est en eau trouble que vous évoluez. Votre vin, cette eau cristalline que vous souhaitez servir jusqu'à plus soif, sans y prendre garde, à votre projet, j'aurais pu adhérer. Tandis que, sans songer à mal, je vous ai écouté. Désormais, je vois vrai dans le fond qui est caché sous la forme. La dîme au peuple et les bourgeois gentils dorment. Mais des propositions plus pertinentes, il y en a à l'appel, et c'est uni vers celle qui semblera la meilleure qu'il faudra se tourner. Votre revenu universel, j'en suis revenu, moi. Merci, félicitations, vous m'avez convaincu. Ce revenu, j'ai fait une croix dessus. Quelle joie d'être parmi vous ce soir, chers membres du jury, chers camarades de l'Assemblée, mes amis du gouvernement, anciens camarades de l'opposition, bonsoir. Je suis déjà ravi de voir que dans la salle où nous nous trouvons, parmi nous tous, vous êtes ceux qui citez le plus la Bible. Je tiens donc à me demander qui seront les moines, excusez-moi, et qui seront les véritables dirigeants de demain. Vous nous traitez de templiers, vous nous dites que nous sommes dans une utopie de Star Wars, un gouvernement désœuvré, le meilleur des mondes. Oui, c'est de très belles lectures, je vous l'accorde, mais en vérité, je vous le dis, mes chers amis bordelais, j'étais attristé au début, mais j'ai retourné mon pull, comme vous le voyez. Vous me connaissez mieux que quiconque. Nous avons étudié ensemble, nous nous sommes rencontrés sur les bancs de l'université Montesquieu, avec la même fugacité, le même amour pour les Porsche Cayenne et pour les maisons sur le bassin d'Arcachon. Nous partagions une belle vision du monde, de notre pays que nous souhaitions révolutionner. Durant notre jeunesse, nous avons longuement débattu sur la question d'égalité, avec l'idée d'un revenu universel que nous avions fini par condamner. Une minute, je vous prie. Qu'aurions-nous fait, nous, avec cette somme? Qu'auraient fait nos parents avec cette somme? Mais le temps passe, et nous voilà à l'Assemblée, nous tous, de bords différents, à nous attaquer sur ce même projet, voici des années plus tard. Je vois dans vos yeux la tristesse. Selon vous, je me suis mis du mauvais côté de la République. Oui, peut-être. Il est vrai que durant ma jeunesse, je pensais tout autrement. Et je dois vous annoncer, pire, si je suis du mauvais côté de la République, vous êtes du mauvais côté de l'histoire. Question, s'il vous plaît. Monsieur, comment émanciper le peuple avec une telle mesure? Eh bien, je suis ravi que vous me le demandiez, puisque depuis le début, je n'ai pas l'impression que vous écoutez mes camarades, mais je vais là répondre à votre question par la suite de ma plaidoirie, si vous voulez bien être patient. Tout d'abord, j'aimerais revenir sur votre plaidoirie.
J'ai l'impression que vous aimez beaucoup les citations, le name-bashing. Avez-vous si peu confiance en vos propres idées que vous prenez celles des autres? Quand je vous ai connu à l'université de Montesquieu, avant d'aller boire des coups à la place de l'hôtel de ville à Bordeaux, vous aviez de la conversation, vous aviez vos propres idées. Mais je suis dans le regret de constater que maintenant vous n'en avez plus. Vous dites humaniste, vous voulez distribuer du blé, le pain et des jeux, mais avez-vous arrêté d'écouter le peuple? Vous ne comprenez pas que l'ubérisation, l'automatisation de l'emploi détruit cet emploi. Les gens sont pauvres, les gens sont seuls chez eux et ils cherchent à survivre. Et nous, notre gouvernement qui avons été élus, nous entendrons le bruit du peuple et nous répondrons à cela. Vu que vous posez toutes les mêmes questions à peu près, je n'en prendrai plus. Ne comprenez-vous pas à quel point ce revenu est merveilleux? Avez-vous conscience du nombre de personnes qui seraient libérées par l'obtention du grand revenu universel? Certes, j'entends vos propos bourgeois. Que pouvons-nous faire avec 700 €? C'est à peine le prix de nos pulls en cachemire que nous mettons négligemment sur les épaules lorsque nous 5, nous allions dans la villa de Jordan lors de nos vacances estivales avant de mettre nos mocassins et nos chaussures bateau pour faire un tour le long du bassin à la voile. Mais dites-vous que même pour vous, cela sera favorable. Cela payera les cannelés du brunch dominical. Cela payera une partie de l'essence de vos belles voitures. Excusez-moi, moi je roule en électricité. Ici, c'est un peu compliqué. Mais au-delà de tout ceci, au-delà de nos problèmes individuels, ce revenu universel délivrera les individus des classes moyennes, car ainsi ils ne seront plus obligés de se déplacer pour faire la demande afin de percevoir le RSA. Ils ne connaîtront plus la honte de cette demande, ils cesseront de vivre dans la crainte d'un montant variable, ils commenceront à apprendre, à se développer, à innover, à entreprendre. Ils commenceront à vivre pour le bien de notre pays. Si vous osez encore me sortir que le revenu universel sera l'avènement d'une ère de paresseux, je tiens à vous informer que c'est une illusion négative, puisque si paresseux il y a, c'est vous. Vous n'êtes plus visionnaire depuis longtemps. J'en ai peur, mais vous n'osez innover pour le bien de notre pays. Ne pensez-vous pas qu'en 1936, le Front populaire reçut de nombreuses contestations à l'idée de défendre les plus démunis et d'offrir des semaines de congés payés aux ouvriers? Ne pensez-vous pas que Madame Simone Veil se fit huer à l'Assemblée lorsqu'elle demanda l'IVG? Ne pensez-vous pas que M. Robert Badinter eut des mal à abroger la peine capitale de notre système déjà bien ancré dans les pensées? Ce dont notre monde, ce dont notre pays a besoin, notre société, ce sont de gens visionnaires. Cessez le pessimiste et offrez-vous une vision révolutionnaire. Mes chers camarades bordelais, vous l'aurez compris, vous prêchez un converti. À défaut d'avoir le pull sur les épaules comme d'antan, mais dorénavant, je mets la main sur le cœur et je vous le tends pour cet acte novateur. L'acte que nous allons accomplir est beau, comme une rose dont la tour Eiffel assiégée à l'aube voit s'épanouir enfin les pétales. Il est grand comme un besoin de changer d'air, fort comme l'accent aigu d'un appel dans la nuit longue. N'êtes-vous plus poète, messieurs? Ne croyez-vous plus en l'avenir? Comme avant, j'ai du mal à y croire. Je n'ai pas oublié que toi, Jordan, tu étais très doué pour la composition florale dont la rose était ta signature. Et pour cette rose que nous vous proposons, je vous demande de nous faire confiance, puisque nous avons entendu le peuple. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, chers membres du jury, membres du gouvernement, chers collègues de l'opposition, bonsoir. Le revenu universel est tout simplement inefficace et contre-productif. Avec cette pseudo-avancée sociale, nous avons un risque d'inflation généralisée. C'est une première chose. Donner un revenu de plusieurs centaines d'euros à chaque citoyen, c'est risquer, prendre le risque de faire augmenter les prix des produits de consommation, comme lorsqu'on a mis en place l'aide au logement qui a fait flamber les prix de l'immobilier. Ça, c'est une première chose que nous disons. Aussi, le revenu universel tel que vous voulez l'instaurer, donc de manière très faible avec 700 €, va favoriser une légitimation de la précarité actuelle du monde du travail. C'est une manière de dire aux employeurs, vous n'avez plus augmenté les salaires, il y a le revenu universel. In fine, c'est une façon de dénigrer le mérite. C'est une façon de dire, nous allons vers une société de l'injustice et nous acceptons cela. Sans condition, votre projet mène à l'anarchie.
la généralisation de l'assistanat. Et je n'ai pas peur des mots, mesdames et messieurs, la généralisation de l'assistanat. Or, l'objectif est de tuer la misère sociale, créer le retour du travail pour tous et non pas favoriser la décadence des gens en marge pour notre société. Je prends votre question, monsieur. Je vous remercie. Vous parlez d'assistanat, vos camarades parlaient également de paresse généralisée, de gens qui resteront chez eux, mais ne lisez-vous pas toutes les enquêtes qui sont apportées de vous, qu'on vous distribue dans les rangs de l'Assemblée, qui expliquent que le revenu universel force les gens. Vous aussi m'aviez écouté, je dis, ne lisez-vous pas tous ces rapports qui mettent en avant que le revenu universel incite encore plus les gens à travailler, puisqu'ils ont un revenu de base, mais ils veulent plus pour innover. Ne lisez-vous pas tout ça, n'avez-vous pas conscience de tout ceci? Monsieur, avec l'accumulation de toutes les aides sociales dans ce pays, un certain nombre de personnes, notamment dans les quartiers populaires, que je connais parfaitement, allaient vérifier dans les cadres, ne travaillent plus et préfèrent accumuler les aides sociales pour ne rien faire. Je prendrai votre question après, monsieur. Votre projet mène vers une société sans valeur, sans structuration. La vraie question qui se pose ici est quelle société voulons-nous? Quelle société voulons-nous? Est-ce que nous voulons une société où l'on se lève le matin en se disant « Aujourd'hui, je ne vais rien faire, je veux me la toucher en attendant tranquillement le versement du revenu universel ». Parce que le revenu universel, c'est l'effort de quelques-uns pour tous. L'effort de quelques-uns pour tous. Ce que vous considérez comme l'instauration de l'égalité est en réalité l'inégalité. Le pire, c'est que vous n'êtes même pas capable d'expliquer comment vous allez le financer concrètement, puisque vous nous dites que vous allez le financer avec la TVA. Le problème, c'est que la TVA, messieurs, est l'impôt la plus injuste dans ce pays, dans la mesure où c'est l'impôt le plus improportionnel, puisque les riches et les pauvres payent le même impôt, quels que soient les revenus. Ce n'est pas proportionnel, ça n'a pas de sens. Comment voulez-vous réduire la misère dans ce pays tout en maintenant une imposition non proportionnelle aux revenus? Ça n'a pas de sens. En d'autres termes, on ne règle pas les problèmes d'inégalité et de pauvreté. Je prends votre question. Merci pour votre analyse financière poussée. Vous n'avez pas peur des mots, c'est bien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous faites pour voir dans le futur? Parce que vous nous dites que cette réforme est inefficace alors qu'elle n'a pas encore été mise en place. Merci. À défaut de voir dans le futur, nous sommes pragmatiques. Nous sommes pragmatiques. Dans certains pays, ça a été testé, ça n'a pas marché. Si le revenu universel était réellement efficace, l'expérimentation en Allemagne aurait été maintenue. Les Suisses auraient voté la constitutionnalisation du revenu universel. Cela n'a pas été fait. Merci pour votre question. Question fermée. Quel est le sens d'un revenu que l'on donne à tout le monde sans condition de richesse? Surtout dans une période où l'État doit faire des concessions sur les dépenses les plus importantes. La santé, l'éducation, la défense, avec une période d'insécurité horrible pour nos concitoyens. Mesdames et messieurs, cher public, si je n'ai qu'un souhait à faire ce soir, c'est ne votez pas cette loi. Cette loi est injuste, inégalitaire, surtout dans la mesure où elle veut financer ça par la TVA. La TVA qui n'est pas proportionnelle aux revenus. C'est tout simplement un piège empoisonné. Une inefficacité économique, décadence de notre société par la généralisation de l'assistanat, et à tout cela s'ajoute l'incompétence de ce gouvernement qui n'a même pas eu l'audace de voir que la TVA, à elle seule, ne peut pas financer ce projet de revenu universel. Merci pour votre attention.